nous allons vous présenter la loi de finances pour 2022 ainsi que les différentes mesures d'actualité en matière sociale. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bien évidemment, vous avez la possibilité de réagir au cours de cette présentation et vous pourrez également poser vos questions pendant la présentation ou bien après, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Donc sur la loi de finances pour cette année 2022, c'est une loi de finances qui est relativement peu chargée en mesures importantes puisque nous sommes en période préélectorale. En période préélectorale, en général, la fiscalité reste mesurée. Nous allons aborder différentes parties. Tout d'abord, la fiscalité des entreprises, qui est bien évidemment la partie que nous voyons le plus au travers de nos clients en cabinet d'expertise comptable. Nous aborderons également aussi la fiscalité patrimoniale. Ensuite, nous ferons un petit point sur 2 mesures d'actualité sociale. Et enfin, comme je vous le disais, Catherine, elle, vous présentera les mesures de l'actualité sociale. Alors tout d'abord, nous allons commencer par la fiscalité des entreprises. Et une des mesures assez intéressantes de la loi de finances pour 2022, ce sont les mesures d'amortissement fiscal du fonds commercial. Donc, en ce qui concerne le fonds commercial, jusqu'ici, il y avait une distinction entre les règles comptables et les règles fiscales. Comptablement, l'amortissement du fonds est possible sur sa durée d'utilisation prévisible ou bien sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée de manière fiable. Pour les petites entreprises, ce dispositif comptable, en fait, passe nécessairement par un amortissement sur une durée de 10 ans, à condition que 2 des 3 seuils suivants ne soient pas dépassés. 6 millions de total de bilan, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 salariés. Il n'y a pas d'exigence pour les petites entreprises qui concerne la condition selon laquelle les effets bénéfiques du fonds sur l'exploitation devront prendre fin à une fin déterminée. Ce qui est mis en place par la loi de finances pour 2022, fiscalement, c'est une mesure temporaire qui est favorable. En effet, les amortissements qui sont régulièrement passés en comptabilité vont être, pour une période déterminée, déductibles du résultat imposable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. On avait bien une différence entre la comptabilité et la fiscalité. Cette mesure concerne les fonds qui sont acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 uniquement. Cela concerne les fonds qui sont véritablement acquis à titre onéreux. Le cas échéant, cela concerne également les fonds qui ont été apportés à une activité, à une exploitation. Pour ce qui concerne les apports, ce point devra être confirmé par le BOI, mais a priori, cela ne devrait pas poser de problème. On a également une petite mesure qui concerne les malus qui sont affectés au fonds commercial à la suite d'opérations de restructuration que sont les fusions. Et dans ce cas-là, les opérations qui ont été placées sous le régime fiscal de droit commun, et qui ont été réalisées sur la période, elles aussi pourront bénéficier de cette mesure d'amortissement fiscal. Donc, l'amortissement fiscal du fonds commercial, c'est pour qui? C'est tout d'abord pour, bien évidemment, les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, classiquement, mais également les entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon un régime réel. Donc, cela vise les bénéfices industriels et commerciaux. Toutes les entreprises qui sont soumises au régime des BIC et qui sont imposées sous un régime réel vont pouvoir bénéficier de cette mesure, à condition, bien sûr, qu'elles respectent les règles du plan comptable général. En revanche, la mesure n'est pas applicable ni aux titulaires de bénéfices non commerciaux qui auraient acquis un fonds libéral, ni aux fonds créés, ni à la fraction résiduelle des malus qui sont affectés au fonds commercial lorsque, dans les opérations de fusion, ces opérations ont été placées sous le régime de faveur. Alors, il y a une particularité aussi qui est associée à cet amortissement fiscal temporaire du fonds commercial, c'est que pour les entreprises concernées, la loi va imposer une reprise étalée extra-comptablement des provisions qui auront été constatées au titre des mêmes fonds commerciaux. On passe maintenant à la TVA. Une des mesures assez importantes en matière de TVA concerne des aménagements qui sont apportés à la notion d'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens. Pour les livraisons de biens qui font l'objet de paiement d'acompte, à compter du 1er janvier 2023, on va avoir une exigibilité qui va être décalée. La TVA va devenir exigible et donc corrélativement chez l'acquéreur déductible dès l'encaissement des acomptes qui portent sur ces livraisons. En l'absence d'acompte, bien évidemment, les règles d'exigibilité demeurent les mêmes et l'exigibilité sera fixée, quoi qu'il arrive, au jour de la livraison du bien. Donc cette mesure, en fait, c'est une mesure qui permet aux bénéficiaires des acomptes, tout d'abord, d'acquitter la TVA sur les ventes auprès du Trésor plus tôt,
et donc à chaque versement d'acompte pour la fraction de TVA qui correspond à l'acompte qui a été payé. À l'inverse, pour l'acquéreur, la déduction est possible tout de suite, donc ce qui permet d'éviter une charge de trésorerie pour les entreprises, puisque jusqu'ici, la TVA n'était déductible qu'au moment de la livraison du bien. Donc on rappelle quand même que dans la jurisprudence communautaire, certaines conditions ont été rappelées, et pour que l'exigibilité anticipée dès l'encaissement des acomptes puisse fonctionner, il faut bien évidemment que l'on ait les éléments pertinents de la future livraison qui soient connus, que les biens soient désignés avec précision, et bien évidemment que la réalisation de la livraison de biens ne soit pas incertaine. Ces principes qui ont été repris par la jurisprudence vont trouver à s'appliquer pour l'application de cette nouvelle règle. Donc, pour reprendre un petit exemple un peu pratique sur l'exigibilité de la TVA, on voit que dans le régime antérieur, lorsque l'on avait des paiements d'acompte en mois de septembre et d'octobre, dans mon exemple, on avait, quoi qu'il arrive, une exigibilité et le paiement de la totalité de la TVA qui correspondait au fait générateur, c'est-à-dire à la livraison du bien. Dans ce premier cas, on déclarait la totalité de la TVA au titre du mois de décembre de l'année N, indépendamment des paiements qui auraient été faits préalablement. Dans la nouvelle règle, lorsque l'on a une commande qui est passée avec 2 versements d'acompte, puis la livraison du bien, on va avoir une exigibilité de la TVA qui est due sur chaque acompte versé pour la fraction de TVA qui correspond à cet acompte. Et donc, du coup, cela permet bien d'anticiper la déduction de la TVA ainsi que je vous l'ai indiqué. Sur la TVA toujours, nous avons des mesures d'aménagement, 2 grandes mesures en fait qui sont en lien avec des modifications apportées au régime des douanes et qui ont été anticipées pour la plupart par justement l'administration des douanes. La première mesure, c'est la suppression telle qu'on la connaît de la déclaration unique DEB. Et la deuxième mesure, c'est un aménagement qui correspond en fait aux opérations d'importation avec la mise en place de l'autoliquidation obligatoire de la TVA à l'importation sur la déclaration de TVA. Donc pour la première mesure, en fait, la DEB n'existera plus en tant que telle. Les éléments composants de la DEB, en revanche, sont conservés. On a 2 procédures distinctes qui vont désormais remplacer la DEB. La première, c'est le remplissage d'un état récapitulatif des clients qui va être souscrit par voie électronique. Donc, bien évidemment, cela ne concerne pas les bénéficiaires de la franchise en base. Les mentions obligatoires, elles, restent inchangées. C'est-à-dire que ce que vous mettiez dans la DEB auparavant, on continue de déclarer le montant des opérations, le numéro d'identification de la TVA pour les acquéreurs. Et ensuite, on a le volet de l'état récapitulatif, qui, lui, est donc une condition d'exonération des livraisons et des transferts intracommunautaires. Donc, ces formalités restent bien évidemment obligatoires. On change juste les modalités de dépôt des déclarations. À côté de cet état récapitulatif, on aura l'enquête statistique, donc selon les mêmes proportions et avec les mêmes informations que celles qui figuraient auparavant dans la DEB. Et pour ce faire, en fait, il y aura une modification des écrans du portail DEB sur le web qui va faire apparaître distinctement la saisie de l'état récapitulatif TVA avec les données qui correspondent au montant, à l'acquéreur et au transfert réalisé, et la saisie des réponses à l'enquête statistique qui, elle, sera automatisée pour la plupart. Donc, bien évidemment, ceci trouve à s'appliquer à compter du 1er janvier 2022 et les douanes ont déjà communiqué sur les aménagements correspondants. Le deuxième point qui est assez important pour les importateurs de biens, ça concerne l'aménagement des règles relatives à l'autoliquidation de la TVA sur l'importation directement sur votre déclaration CA3. Donc cela suppose pour cet aménagement que tous les importateurs soient bien évidemment identifiés préalablement et disposent d'un numéro de TVA intracommunautaire. Pour cela, à compter du 1er janvier 2022, dont la première déclaration aura lieu au 24 février prochain, on a une autoliquidation obligatoire de la TVA qui va concerner les importations et les sorties de régime suspensif qui sont imposables en France et qu'elles soient ou non taxables. Donc l'autoliquidation, c'est ce régime qui va vous permettre en fait de collecter et de déduire immédiatement la TVA qui correspond à une livraison de biens lors d'une importation. Et pour les besoins de cette nouvelle déclaration et de cette nouvelle mention de l'autoliquidation obligatoire, la déclaration en ligne de la CA3 sera pré-remplie au 14 de chaque mois sur la base des déclarations en douane. Donc il y a un certain nombre d'aménagements qui sont apportés dans ce cadre-là. Il n'y a pas de modification des modalités déclaratives en douane qui résultent de cette modification.
On passe désormais à l'IS. On a quelques changements qui sont à relever en matière de crédit d'impôt. Je parle en premier du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, qui est un crédit d'impôt qui est tout nouveau. Celui-ci, en fait, va concerner les contrats de collaboration avec des établissements de recherche agréés qui vont être conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, ce nouveau crédit d'impôt est destiné en fait à favoriser le fait d'avoir des dépenses qui sont sous-traitées auprès d'établissements de recherche publics. Et dans ce cadre-là, un certain nombre de conditions complémentaires sont à prévoir et à respecter. Pour les crédits d'impôt un peu plus connus et plus connus des entreprises, on a des aménagements qui sont apportés au crédit d'impôt innovation, étant précisé que ces aménagements n'impactent pas le crédit d'impôt recherche classique. Donc, pour le crédit d'impôt innovation, celui-ci est reconduit pour 2 ans. Il y a une suppression de la part forfaitaire qui est retenue pour les frais de fonctionnement. Et on a également un relèvement des taux applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer. Donc, en métropole, le nouveau taux du crédit d'impôt innovation sera de 30%, avec un maximum de dépenses annuelles qui sera un maximum de montant annuel de crédit d'impôt qui sera porté à 120 000 euros. Pour les DOM, le nouveau taux sera de 60% avec un montant maximum de crédit d'impôt annuel pour les PME qui est porté, lui, à 240 000 euros. Et en revanche, la limite globale de prise en compte des dépenses éligibles, elle reste inchangée et reste basée sur un montant de 400 000 euros. Ensuite, nous avons également des modifications qui sont apportées au crédit d'impôt formation du dirigeant. Le crédit d'impôt formation du dirigeant est doublé pour les entreprises de moins de 10 salariés, donc ce sont les micro-entreprises au sens du droit communautaire. Et bien évidemment, pour le crédit d'impôt formation du dirigeant, on rappelle que cette mesure, elle est soumise au plafonnement des aides de minimis. Donc ça, c'est un dispositif qui vous impose en fait de vérifier que sur une période glissante de 3 ans, vous n'avez pas bénéficié de plus de 200 000 euros d'aide qui relèvent de ce plafond de minimis. Toujours en matière d'IS, on a une petite nouveauté sur le carry-back et sur la détermination du bénéfice d'imputation du déficit qui est reporté en arrière. Lorsque l'on reporte un bénéfice en arrière, un déficit en arrière sur un bénéfice d'imputation d'une année antérieure, le montant que l'on peut reporter correspond en fait au bénéfice fiscal de l'exercice précédent que l'on souhaite limiter. Et dans ce cadre-là, on a un effet de limitation par rapport au montant de l'IS sur le bénéfice qui avait été payé au moyen de crédit d'impôt. La nouveauté aujourd'hui, c'est que toujours pour cette détermination du bénéfice d'imputation du report en arrière de vos déficits, on va avoir une exclusion également de la fraction de bénéfice qui a donné lieu au paiement d'un impôt sur les sociétés au moyen d'une réduction d'impôt. Donc avant, ce n'était que les crédits d'impôt qui venaient impacter ce bénéfice d'imputation. Désormais, c'est bien les crédits d'impôt et les réductions d'impôt. Cette mesure, elle est applicable pour le report en arrière des déficits qui sont constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Enfin, une des mesures assez importantes finalement de l'impôt sur les sociétés concerne la nouvelle option à l'IS dont peuvent bénéficier les entrepreneurs individuels qui le souhaitent dans le cadre de la mise en place d'un statut unique de l'entrepreneur individuel. Sont aujourd'hui encore à l'étude et vont être adoptées au cours du premier trimestre 2022 des dispositions nouvelles dans le Code de commerce qui vont définir en fait la notion d'entrepreneur principal. Donc, dans ce cadre, la loi de finances pour 2022 est venue en fait anticiper les modalités pratiques fiscales de ce changement qui va avoir lieu dans le Code de commerce. Dans ce cadre, l'entrepreneur individuel va pouvoir, sans modifier son statut juridique, opter pour l'IS en optant finalement pour une assimilation à une EURL, bien lorsque son activité est de nature agricole, à une assimilation à une EARL dont il est l'associé unique. Donc cette nouveauté et ce nouveau régime de l'entrepreneur principal, en fait, est destiné à unifier la myriade des régimes qui existent pour les entrepreneurs individuels, que ce soit au plan juridique avec la multitude des formes sociales qui existent pour les entrepreneurs individuels, et au plan fiscal. Donc, cette unification du régime fiscal va permettre en fait aux entrepreneurs individuels qui optent pour l'IS de bénéficier des mesures de séparation du patrimoine personnel et du patrimoine affecté à l'activité professionnelle. Dans ce cadre,
on va appliquer le régime des biens migrants aux biens qui sont transférés dans le patrimoine professionnel du fait de l'option à l'IS, avec bien évidemment un dispositif de report d'imposition pour que fiscalement la neutralité de cette modification soit assurée. Donc, une des conséquences phares de cette option à l'IS pour les entrepreneurs individuels, cela va être que le revenu de l'indépendant qui a opté à l'IS va être déterminé comme en matière de traitement et salaire, et il sera déductible en fait du régime du bénéfice fiscal. Donc, il y aura une totale assimilation à ce qui se pratique aujourd'hui pour les gérants majoritaires de SARL. Ensuite, les résultats appréhendés par l'entrepreneur qui ne sont pas sa rémunération auront la qualité de dividendes. Donc, ces dividendes, le cas échéant et en fonction du montant qui sera appréhendé par cette voie, pourra être soumis aux cotisations et aux contributions sociales personnelles pour la fraction qui excède 10% du montant du bénéfice net imposable. Donc ça, c'est une mesure que les SARL notamment connaissent bien, et c'est une mesure que Catherine L, avec ses équipes sociales, pourront éventuellement vous expliquer, puisque on a une partie du dividende qui ne sera pas soumis aux prélèvements sociaux à 17,2 comme des revenus de capitaux mobiliers, mais qui sera assimilé aussi à de la rémunération. Les entrepreneurs qui, eux, relèvent du régime des micro-entreprises n'ont pas accès directement à l'option à l'IS. Ils devront d'abord opter pour un régime réel d'imposition d'un point de vue fiscal, et une fois qu'ils sont sous un régime réel d'imposition, ils peuvent bénéficier de cette option à l'IS au même titre que les autres. Donc, dans ce cadre, ce que la loi de finances pour 2022 a également prévu, c'est un allongement des délais d'option ou bien de renonciation pour le régime réel des entreprises qui relèvent du micro-BIC. Dans ce cadre, du fait de ces nouveautés, c'est la fin de l'EIRL, donc les EIRL existantes perdurent. En revanche, il ne sera plus possible de créer une EIRL. On fait un petit focus sur l'IS toujours avec les dispositifs qui ont été supprimés dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Donc le motif de suppression de ces mesures, c'est uniquement parce qu'elles ont été jugées inefficientes au plan fiscal. Donc tout d'abord, on a la myriade des mesures d'exonération qui concernent la reprise d'entreprises en difficulté. Celle-ci disparaît. On a également les exonérations temporaires en faveur des entreprises implantées en ZFU-TE, donc les ZFU classiques ne sont pas impactés par cette mesure. Et enfin, on a la suppression de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de dépenses de préservation du patrimoine naturel. Donc, pour petit rappel, nous sommes dans la dernière phase de la baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés. Donc, à compter des exercices qui sont ouverts en 2022, on rappelle que pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros et quel que soit le montant du bénéfice taxable, le taux de droit commun sera de 25%. Et les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions seront taxables dans la limite de 38 120 euros de bénéfices taxables au taux réduit des PME, comme c'était le cas auparavant, donc de 15%. Donc, pour le bénéfice et le calcul en fait des seuils de chiffre d'affaires, on rappelle notamment que pour les groupes intégrés, on apprécie le seuil de manière consolidée au niveau de l'ensemble du groupe pour savoir si on est au-dessus ou en dessous de cette limite de 10 millions d'euros. Ce qu'on peut dire également, c'est que la contribution sociale additionnelle à l'IS, elle reste due pour les entreprises des 7 630 000 euros de bénéfices. On a enfin précisé que pour le calcul des acomptes d'IS pour l'exercice ouvert en 2002, on aura un calcul qui correspondra au bénéfice de référence et selon que l'on va chercher à calculer son acompte selon le taux normal ou taux réduit, on va calculer sur une base de 6,25%. Donc là, ça correspond à un quart du taux de 25%, taux de droit commun. Et on aura un taux à 3,75 classiquement pour les sociétés qui bénéficient du taux réduit des PME. On passe désormais à la fiscalité patrimoniale. Donc, sur la fiscalité patrimoniale, ce qu'on peut dire, c'est que l'essentiel des choses intéressantes concerne le régime des plus-values des particuliers. On a quand même certaines mesures qui sont assez favorables dans le but d'améliorer les conditions de transmission des entreprises. Donc, dans ce cadre, on fait d'abord un petit rappel sur le barème de l'impôt sur le revenu qui a été revalorisé
classiquement sur les tranches de seuil de 1,4%. Donc vous avez dans cette slide en fait le nouveau barème qui va s'appliquer pour l'imposition des revenus 2021. Je rappelle aussi, parce que c'est assez important, lorsque vous avez des enfants majeurs étudiants, vous pouvez déduire pour eux une pension alimentaire dans une limite de 6 042 €. Et on rappelle également que l'avantage maximum qui est procuré par une demi-part supplémentaire est plafonné. Il est plafonné à 1 592 €. Donc, quand on est en garde alternée, en revanche, et qu'on n'a qu'un quart de part supplémentaire, cet avantage est plafonné à 796 €. Je rappelle également qu'on a un report à 2023 de la modification qui était attendue sur l'imposition par voie de retenue à la source des revenus salariaux qui sont versés à des non-résidents. Donc, pour 2022, on maintient les taux de 0, 12 et 20% qui s'appliquent sur les salaires lorsque la personne travaille effectivement en France, mais réside hors de France. On a quelques dispositifs qui sont reconduits ou aménagés. Donc là, on parle pour l'essentiel des niches fiscales les plus connues. Donc pour ce qui concerne les processus de défiscalisation qui concernent l'immobilier, on a une prorogation de la réduction d'impôt de Normandie et de la réduction d'impôt Censi-Bouvard. La première est prolongée jusqu'au 31/12/2023. La seconde est prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. Donc il faut faire attention selon le régime dans lequel on se trouve. On a aussi une modification qui est apportée au dispositif loué abordable. Donc là, on a un petit effet de transition puisque auparavant, cette mesure prenait la forme d'un crédit d'impôt. Désormais, la mesure est simplifiée et transformée en réduction d'impôt. Donc l'impact majeur étant que lorsque l'on a un crédit d'impôt, s'il excède le montant de votre impôt dû, vous obtenez un remboursement. Lorsqu'on est en réduction d'impôt, la réduction d'impôt s'impute, mais on perd le bénéfice du surplus si jamais l'impôt qui est dû est inférieur. Donc cette mesure-là et le changement qui est associé au dispositif loué abordable ne concernera que les procédures de conventionnement qui sont engagées à compter du 1er mars 2022. Donc il y a un petit effet transitoire puisqu'il y a des process qui étaient déjà en cours. Et cela vaudra jusqu'au 31 décembre 2024. Je reviens également sur la réduction d'impôt Madelin, qui est la réduction pour souscription au capital de PME, qui est très importante. On avait déjà eu en fait l'année dernière le bénéfice d'un taux majoré de 25% de cette réduction d'impôt. Donc je rappelle que le droit commun pour cette réduction d'impôt, c'est 18% du montant qui a été souscrit au capital d'une PME. Là, ici, en fait, la volonté, c'était d'anticiper. Donc anticiper parce que la réduction Madelin, c'est une réduction qui fait l'objet d'une notification à l'Europe. Donc la hausse du taux n'est pas librement décidée au niveau du gouvernement français. Donc là, pour le bénéfice du taux majoré, ça passe dans la loi de finances et c'est ce qui permettra, à condition bien sûr que la Commission ratifie ce taux de 25% une seconde fois, de faire bénéficier des souscriptions au capital de PME de ce taux majoré jusqu'au 31 décembre 2022. Donc pour cette année, si vous avez prévu de souscrire au capital de PME, vous bénéficierez d'un taux de 25% de réduction d'impôt au lieu de 18%. Enfin, on a quelques précisions qui sont apportées sur le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, avec des précisions qui sont apportées pour les services qui sont rendus à l'extérieur. Il y avait un petit débat en jurisprudence, donc là, la loi en fait rend ça un petit peu plus clair et clarifie également les sous-plafonds qui sont spécifiques à certaines mesures, parce que pour les emplois d'un salarié à domicile, on a plusieurs catégories de services qui sont visées, chaque catégorie ayant un plafond spécifique. Enfin, la réduction d'impôt Coluche, donc ça c'est la réduction pour aide aux personnes en difficulté, donc c'est lorsque vous faites des dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Celle-ci, elle est tout d'abord prorogée au 31 décembre 2023 en ce qui concerne le relèvement à 1 000 € du seuil de dépenses qui ouvre droit à 75% de réduction d'impôt. Donc après le 31 décembre 2023, la réduction d'impôt devrait toujours exister. En revanche, le seuil qui permettra de bénéficier des 75%, lui, va baisser. Sur les dispositifs également reconduits ou aménagés, je souhaitais également vous faire part des réductions d'impôts qui concernent l'investissement au capital des entreprises d'utilité sociale et solidaire et des mesures qui concernent l'investissement au capital des foncières solidaires.
Donc, ces dispositifs-là, qui sont des dispositifs destinés à favoriser en fait le développement de l'économie sociale et solidaire, font l'objet d'une exclusion dans la limite de 3 000 € du dispositif de plafonnement des niches fiscales. Ce qui veut dire concrètement, si vous bénéficiez déjà de réduction d'impôts pour emploi d'un salarié à domicile ou ce genre de choses, et que vous plafonnez déjà en fait par rapport à ce qu'on appelle le plafonnement des niches fiscales, si vous souscrivez au capital d'entreprises sociales et solidaires ou de foncières solidaires, vous serez libre de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt puisqu'elle ne sera pas plafonnée par les niches fiscales que vous avez déjà. Et enfin, on a également une assimilation au niveau du taux des dons aux organismes de lutte contre la violence domestique, qui en fait sont traités comme les dons aux personnes en difficulté, avec l'application d'un taux de 75%, qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. Je voulais également parler du mécanisme du quotient. Donc, le mécanisme du quotient, c'est un effet de lissage qui permet, lorsque l'on a un revenu qui est dit exceptionnel, de limiter en fait les effets du barème progressif de l'impôt. Comme vous le savez, le barème progressif comporte plusieurs tranches et lorsqu'on a un revenu exceptionnel, on va avoir tendance à franchir les tranches plus vite et donc à être taxé plus lourdement à l'impôt sur le revenu. Ce dispositif existe depuis longtemps. Il est souvent l'objet de contentieux puisque la qualification de revenu exceptionnel est extrêmement surveillée par l'administration fiscale. Et en fait, à ce sujet, en 2016, le Conseil d'État, dans sa jurisprudence, en contradiction avec la doctrine, faisait un calcul qui était avantageux puisqu'il calculait le mécanisme du quotient avant toute imputation de déficit. C'est-à-dire que lorsque vous aviez un revenu brut global et que vous aviez sur certaines tranches de revenus des déficits, notamment sur des activités professionnelles, le mécanisme du quotient était calculé avant imputation de ces déficits. Donc là, en fait, la loi de finances, elle revient sur ces effets d'aubaine, puisque ça faisait un calcul qui était favorable aux contribuables, notamment lorsqu'il y avait des dépenses pilotables. Et désormais, la loi prévoit expressément que dans le mécanisme de lissage du revenu exceptionnel, on doit d'abord imputer les déficits des revenus catégoriels et ensuite raisonner sur un revenu brut global net. Alors, la grande nouveauté, j'ai envie de dire, sur l'impôt sur le revenu cette année, c'est une modification profonde du régime d'imposition des gains de cession des actifs numériques. Donc, on parle des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Cela s'applique aux opérations qui seront réalisées à compter du 1er janvier 2023. Donc, on a le temps d'y voir un petit peu venir. Et cela concerne toutes les opérations qui sont réalisées sur des actifs numériques, quels qu'ils soient. Donc, ces actifs numériques sont un peu particuliers parce que peu connus et le développement des opérations sur ces derniers, en fait, se voit dans toutes les situations. Donc là, ce qu'on va distinguer, en fait, on va rechercher la notion de professionnel. Donc, pour les particuliers qui agissent comme des professionnels lorsqu'ils se comportent et font des opérations sur ces actifs numériques, on va avoir, à compter du 1er janvier 2023, une imposition dans la catégorie des BNC et non plus en BIC. Pourquoi ? Parce qu'on donne une qualification nouvelle à la notion de plus-value professionnelle par référence en fait aux pratiques boursières et ne seront plus des critères pertinents à compter de 2023, simplement les deux conditions qui aujourd'hui existaient, qui étaient la fréquence des opérations et le montant des plus-values réalisées. Donc, à compter de cette date-là, on devra aller rechercher si la personne qui agit sur les cryptoactifs et crypto-monnaies agit comme un professionnel en bénéficiant des mesures qui s'appliquent aux professionnels, par exemple des mesures tarifaires spécifiques qui sont attachées à un volume d'opérations mensuel, ou également le degré de technicité de la connaissance qui est mise en œuvre pour pouvoir procéder à ces opérations. Tous les autres particuliers, de manière exclusive, donc particuliers qui agissent comme non professionnels et qui réalisent des opérations dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, seront eux taxés sur ces gains au PFU avec une option spécifique proposée sur le barème progressif. Pourquoi option spécifique ? Parce que cette option sera distincte de l'option qui concerne l'option pour le barème progressif qui est attachée aux revenus de capitaux mobiliers et aux autres plus-values. Donc, on fera bien la distinction entre les dividendes et les plus-values sur titre, par exemple,
et les plus-values que l'on fait sur les actifs numériques. Ce qui veut dire que concrètement, dans le cadre de la déclaration qui sera souscrite en 2024 sur les revenus 2023 pour la première fois, il y aura 2 options combinées à tester. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Je vous rappelle que sur les actifs numériques, si vous avez de jeunes étudiants qui ont l'habitude de faire ce genre d'opération parce que c'est assez courant de voir en fait finalement à la fois des jeunes et des moins jeunes se lancer sur le marché des actifs numériques, n'oubliez pas qu'il faudra tenir compte des plus-values que ceux-ci exercent dans la détermination de votre impôt sur le revenu. On passe maintenant aux plus-values professionnelles. Donc, sur les plus-values professionnelles, on a 2 aménagements forts des dispositifs d'exonération qui sont destinés en fait, alors pour le premier, à tenir compte de la difficulté au cours des derniers mois que certains ont pu avoir pour pouvoir céder dans de bonnes conditions leur entreprise alors qu'ils partaient à la retraite compte tenu de la crise sanitaire. Et la deuxième mesure, ça correspond en fait à un rehaussement des plafonds. Les plafonds de la transmission d'une entreprise individuelle qui s'applique pour l'exonération de ces opérations étaient assez anciens, n'avaient pas été revalorisés depuis longtemps. Donc sur le départ en retraite, l'exonération existante est donc aménagée pour laisser un délai entre le départ à la retraite et la cession plus long. Ça va permettre d'assouplir les conditions d'exonération et cela ne s'applique que si le départ à la retraite intervient avant la cession. Donc, essentiellement, pour des gens qui sont partis en retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, donc on est en fait sur la période forte de la crise sanitaire, on leur laisse 12 mois complémentaires pour pouvoir arriver à céder dans de bonnes conditions leur activité. Sur la transmission d'entreprises individuelles, je le disais, on a un rehaussement des plafonds. Pour bénéficier d'une exonération totale, on aura la transmission ne doit pas excéder l'activité qui concerne la transmission ne doit pas excéder 500 000 euros de recettes. Et pour une exonération partielle, on est sur 1 million. Donc le seuil, c'est le prix qui est stipulé pour la valeur vénale. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous vendez une entreprise individuelle pour moins de 500 000 euros, elle sera complètement exonérée. Lorsque vous vendez une entreprise individuelle pour un prix qui est compris entre 500 000 et 1 million d'euros, elle sera partiellement exonérée. Il y a une règle d'octroi qui s'applique. Donc, ces nouveaux plafonds, en fait, sont également applicables aux transmissions de l'intégralité des droits ou des parts d'une société de personnes qui relève de l'impôt sur le revenu, lorsque les droits sont vendus par un associé qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de la société. Pour cette disposition particulière, c'est une disposition qui est soumise au plafonnement des aides de minimis. Donc, le montant de l'exonération ne doit pas excéder le seuil de 200 000 euros d'aide sur une période glissante de 3 ans dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Pour les 2 régimes, on a un élargissement de l'exonération à la cession d'une activité qui est mise en location-gérance à une personne autre que le locataire gérant. Donc ça, c'est aussi un assouplissement qui est assez intéressant. Et concrètement, ces 2 mesures d'aménagement vont s'appliquer au titre de 2021 et des années suivantes pour les entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les contribuables qui, eux, relèvent de l'IS. Corrélativement, on a un aménagement également du régime des plus-values des particuliers en ce qui concerne l'abattement fixe dirigeant. Donc cet abattement, c'est celui qui permet en fait de réduire la plus-value taxable de 500 000 euros lorsque on part en retraite. Donc pour cette disposition aussi, on a un délai supplémentaire d'1 an pour céder les titres. Et comme précédemment, le départ à la retraite doit impérativement précéder la cession. Pour cela, on a 2 mesures qui sont impactées aussi par la prolongation de ce délai. C'est les modes de détermination des plus-values en cas d'exit tax, donc pour les gens qui sont partis à la retraite, qui transfèrent leur résidence hors de France et qui souhaitent céder leur titre. À ce moment-là, ils ont 3 ans et non plus 2 pour céder leur titre, pour aussi bénéficier de l'abattement dirigeant. Et on a le même type de dispositif qui concerne le départ en retraite des entrepreneurs individuels, puisque je l'ai visé tout à l'heure.
Donc là, l'idée, sur les plus-values des particuliers, c'était de vous faire un petit focus sur les modalités d'appréciation justement, de l'enchaînement des événements, selon que la cessation des fonctions et le départ en retraite sont antérieurs ou non à la cession des titres et en conséquence, quel est le délai ultime pour pouvoir, vendre, ces titres en bénéficiant et le cas échéant du délai rallongé. Donc on a distingué dans ces 2 slides les sessions classiques et les sessions échelonnées puisque les modalités d'appréciation, du départ en retraite, et de la cession des titres dans ce cadre, sont un petit peu différentes et vraiment, je vous invite à être vigilant sur ce sujet, puisque, voilà, l'enchaînement des événements, va vraiment conditionner le délai qui est applicable à votre situation. Donc pour ces exemples-là, qui sont des exemples, qui, sont communément admis par les praticiens, on attend quand même confirmation du BOI, pour cela puisque, pour le moment, il y a quand même des choses dans la loi, qui ne sont pas, complètement explicites, et qu'on vous invite, à suivre en termes d'actualité, dans les prochains mois. Donc là, comme je le disais, on a le même type de tableur, mais qui concerne cette fois les sessions échelonnées, lorsque l'intégralité des titres est vendue, par exemple, en 2 fois. Alors, toujours sur les mesures qui s'appliquent aux entrepreneurs individuels, on a le cas des auto-entrepreneurs qui ont bénéficié en fait des mesures d'aide en faveur des cotisations sociales et des contributions sociales du fait de la crise sanitaire. Donc pour cela, comme sur l'année 2021, ils ont déclaré leur chiffre d'affaires parfois avec des montants qui ne correspondaient pas à la réalité pour pouvoir avoir bénéficié de cet allègement de cotisation sociale. On aura en fait un aménagement des modalités déclaratives. Donc sur la déclaration 2042 C-Pro, il sera nécessaire de porter le vrai montant de chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé sur l'année pour qu'il soit soumis à l'impôt sur le revenu, alors même que ce montant de chiffre d'affaires, lui, n'aura pas été soumis, ou en tout cas pas complètement, aux cotisations sociales et aux contributions sociales. Donc les 2 derniers points que j'évoquais en introduction, je voulais vous parler de 2 petits sujets qui ne relèvent pas complètement de la loi de finances pour 2022, mais qui sont très intéressants, à la fois pour vos activités et pour votre fiscalité d'exploitation, et aussi à titre personnel. Le premier sujet que je voulais aborder, c'était le retour sur l'examen de conformité fiscale. Donc l'examen de conformité fiscale, on rappelle que c'est un dispositif qui est issu de la loi Pacte et qui s'inscrit en fait dans la nouvelle relation de confiance entre l'administration et les entreprises, puisque c'est un dispositif qui est préventif. Le but de cette procédure, c'est en fait pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, de permettre à tout exploitant de pouvoir solliciter un prestataire, expert comptable bien évidemment, puisque c'est votre contact privilégié sur ces sujets, mais également commissaire aux comptes, avocat, organisme de gestion agréé. Et cela va vous permettre en fait de lui demander de se prononcer sur la conformité aux règles fiscales d'un certain nombre de points qui sont fréquemment utilisés et contrôlés par l'administration. Donc, concrètement, les points d'analyse sont les questions fiscales qui sont expressément délimitées par le chemin d'audit. Donc là, je les vise de manière non exhaustive, mais les points phares, c'est bien évidemment le fichier des écritures comptables, les amortissements et les provisions, que ce soit leurs conditions de constatation et ou leurs déductions, les charges exceptionnelles. La qualification des charges exceptionnelles a fait l'objet de nombreux changements ces derniers temps. L'exigibilité de la TVA collectée et déductible, qui est toujours un sujet récurrent des contrôles et des vérifications fiscales, et le délai de conservation des documents. Sur le délai de conservation des documents, j'attire fortement votre attention sur le lien qu'il y a à faire avec les nouvelles règles du RGPD. Donc, je vous invite à beaucoup de vigilance sur ces sujets, et l'examen de conformité fiscale sera l'occasion, en fait, de vous permettre de vous rassurer sur les procédures qui sont mise en œuvre dans votre exploitation pour la détermination du résultat fiscal. L'existence de cet examen de conformité sera mentionnée dans la déclaration de résultat qui est souscrite par l'entreprise, donc c'est constitutif d'une mention expresse, de sorte que lorsque sur un point déterminé, l'examen a révélé une validité et que la déclaration est soumise à l'impôt, mais que l'administration fiscale, elle, conteste le
traitement qui aura été fait, vous pourrez ne pas vous voir appliquer les intérêts de retard. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le compte-rendu de la mission du professionnel sera délivré par le prestataire et adressé à l'administration fiscale. Donc voilà, il faut avoir peut-être conscience des enjeux qui sont attachés à ça. On considère que cette mesure-là va permettre en fait de limiter les contrôles fiscaux, puisque c'est une forme de validation préalable de vos résultats fiscaux. Donc on pressent que le développement de cet examen de conformité fiscale devrait permettre d'alléger les procédures de contentieux ultérieures. Ça vous met un petit peu à l'abri malgré tout en pratique, puisque de la même façon que vous suivez les points, vous aurez quelque part l'assurance que les points ont été validés par votre interlocuteur privilégié, c'est-à-dire votre expert comptable. Donc sur ces sujets, sur l'examen de conformité fiscale, n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous souhaitez au moins qu'on en parle et le cas échéant qu'on puisse aller vous accompagner sur ce dispositif. J'en termine par le pacte Dutreil. Les modifications qui ont été apportées par la loi de finances pour 2019 ont enfin été commentées. Donc là, les fiscalistes se réjouissent. On a quelques précisions intéressantes qui sont apportées. Donc je rappelle que le pacte Dutreil, c'est ce dispositif d'exonération qui vous permet, quand on a un engagement collectif ou unilatéral, de bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit, donc que ce soit en donation ou succession, de 75% sur la base. Donc c'est vraiment un dispositif qui est extrêmement efficace, mais qui est soumis à un certain nombre de conditions. Donc là, les nouveaux commentaires, en fait, lèvent le voile sur quand même pas mal de points qui étaient un petit peu sujets à discussion dans le cadre de la consultation qui a été faite sur le projet de BOI. Et notamment, les activités éligibles sont précisées. Donc on a la confirmation que les activités de location meublée à usage d'habitation ne sont pas éligibles au Dutreil, par renvoi express à l'impôt sur la fortune immobilière. On a également des précisions qui sont faites pour rassurer un peu les gens. Il est possible de changer d'activité en cours d'engagement à condition qu'il n'y ait pas de vacances sur l'exercice de cette activité. On a des modalités d'appréciation qui sont précisées en ce qui concerne les possibilités d'apport en cours d'engagement de titres qui ont bénéficié du régime Dutreil. Et enfin, sur l'exercice de la fonction de direction, on a également des précisions qui sont apportées. Donc, la fonction de direction peut être tout à fait valablement constituée par quelqu'un qui n'aurait pas de rémunération au titre de ses fonctions et également par quelqu'un dont l'activité de direction n'est pas principale au sein de la société. Donc ça, c'est assez rassurant parce que c'était des choses qui pouvaient poser problème en pratique, puisqu'on pouvait avoir des dirigeants qui se posaient la question de savoir si, sans être rémunérés, est-ce que valablement ils pouvaient se prévaloir d'un dispositif Dutreil. Donc j'en ai terminé pour la partie fiscale. Je vais laisser la place à Catherine L qui va vous présenter les actualités sociales. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions et on se retrouve en fin de présentation. Bonjour à tous. Merci Julie pour cette présentation. J'ai à peu près tout compris, mais moi j'ai au moins la chance de l'avoir pas très loin de mon bureau. Donc en cas de souci, je me permettrai effectivement d'aller la déranger. Donc je suis Catherine L, responsable du pôle juridique social. Pour certains, il se peut qu'on ait déjà échangé ensemble. Pour les autres, écoutez, notre service juridique se tient à votre disposition pour tout ce qui va être dans les problématiques, relations contractuelles avec vos salariés dans vos entreprises. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter la partie actualisation sociale dont la loi de finances vient modifier certaines parties. On va voir un peu les nouveautés, l'activité partielle, et je vous ai sélectionné une petite jurisprudence qui nous semble intéressante au niveau social, notamment sur le traitement des dommages et intérêts liés au barème Macron au niveau de la paye. Alors, tout d'abord, un petit focus sur l'obligation de dématérialiser le taux d'accident du travail et de maladie professionnelle. Donc, d'habitude, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais jusqu'en fin de l'année dernière, vous aviez systématiquement un papier de la CRAM qui vous informait de vos nouveaux taux. Aujourd'hui et depuis le mois de juillet, il y a eu beaucoup de communication là-dessus. L'employeur doit aller créer son compte AT
MP sur Net Entreprise et aller télécharger lui-même son nouveau taux qui lui est affecté pour l'année 2022. Pensez à bien nous transmettre, si c'est le cabinet Nilis qui produit les bulletins de paye, cette mise à jour de taux de manière à ce qu'on puisse reparamétrer les bulletins de paye en fonction de ce taux de cotisation. Donc attention aux sanctions, notamment en cas de contrôle URSSAF. Les taux qui ne sont pas à jour seront notamment revalorisés au moment du contrôle avec des pénalités et majorations de retard. Donc je ne peux que vous encourager soit à revenir vers nos services si vous avez besoin de plus de précision là-dessus, soit effectivement de vous diriger sur Net Entreprise, de finaliser la création de votre compte, de télécharger votre taux et de nous le transmettre pour vos prochains bulletins de paye. Nous avons aussi une exonération des cotisations d'impôts sur les pourboires perçus par les salariés en contact avec la clientèle. Donc effectivement, pour favoriser un secteur qui est aujourd'hui malmené par le Covid-19, le gouvernement a pris parti d'exonérer des contributions sociales et notamment fiscales, par la même occasion, les pourboires versés aux salariés. Sachant qu'effectivement, on est bien d'accord que les pourboires qui sont versés directement aux salariés en contact avec les clientèles et en espèces sont bien souvent pas déclarés, donc ceci n'y aura pas d'impact. Par contre, pour les pourboires qui sont versés directement à l'employeur, et c'est l'employeur qui est chargé de reverser et de se distribuer ces pourboires à son personnel, donc au personnel de service qui sont en contact direct avec les salariés, seront exonérés des contributions sociales et par la même occasion de l'impôt sur le revenu, et notamment les pourboires qui sont inclus dans la note remis aux clients et qui sont souvent payés par carte bleue. Ces pourboires-là, donc ce sont bien ceux-là qui sont exonérés de contributions sociales et d'impôt sur le revenu, donc il faudra faire ressortir. Cette mesure est bien sûr temporaire, elle vise à renforcer l'activité des emplois dans les secteurs HCR qui sont en pénurie aujourd'hui, et à fidéliser aussi ces emplois. Concernant la prolongation des zones ZRR, donc les zones rurales et les bassins d'emploi de revitalisation. Donc pour les zones rurales, on est bien d'accord que ce sont des exonérations qui sont sur les exonérations fiscales, qui sont liées à l'effectif de l'entreprise et à l'activité de l'entreprise. Donc les ZRR, cette exonération est reconduite jusqu'au 31 décembre 2023. Pour les bassins d'emploi de redynamisation, il s'agit bien de 2 zones, la vallée de la Meuse, donc dans la région Grand Est, et les zones d'emploi du Lavenais, alors je vais essayer de le dire, Lavelanais, qui sont en région d'Occitanie, elles-mêmes donc sont exonérées d'impôts sur les bénéfices, d'impôts locaux et de cotisations. Donc ça, jusqu'au 31 décembre 2023. La contribution formation professionnelle et taxes d'apprentissage, donc une petite nouveauté, c'est que cette année, c'est l'URSSAF qui va être collecteur de votre contribution de formation professionnelle, de la taxe d'apprentissage au travers donc de la DSN. Et notamment, ne change pas le versement volontaire aux organismes de formation professionnelle, où là, vous êtes libre de passer par l'opérateur de votre choix, ayant la compétence. L'allongement du statut jeune entreprise, donc les GEI, jeunes entreprises innovantes. Donc, il permet notamment à ces entreprises qui réalisent des recherches et de développement, de bénéficier pour les salariés affectés à ces missions et ces projets de développement d'une exonération de cotisation patronale d'assurance sociale et d'allocation familiale. Donc, à compter de 2022, une entreprise qui peut être qualifiée de GEI, si elle a été créée il y a moins de 11 mois, peut en bénéficier, contre 8 mois auparavant. Avant, il fallait avoir 8 mois d'existence pour en demander la qualification. Aujourd'hui, c'est porté à 11 mois. Ainsi que la durée du statut GVE est allongée pour une durée de 10 ans et non plus 8 ans comme auparavant. La création du contrat d'engagement jeune. Donc, il s'agit d'un public particulier qui est touché. Donc, ce sont les jeunes qui sont soit en échec scolaire de 16 à 25 ans, qui n'ont pas de formation, qui ne sont actuellement en recherche d'emploi ou
qui sont pris en charge par une mission locale. Donc, ils doivent entre 15 et 20 heures de formation avec cette mission locale et ou le Pôle emploi. Ce sont des jeunes qui sont exclus du système, notamment qui n'ont pas de formation en cours, qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas de travail. Ils bénéficient d'une aide de 500 € versée par la mission locale ou par le Pôle emploi. Cette aide est exonérée de toute cotisation d'impôts et de CSG CRDS. Donc, elle peut être cumulable, par contre, avec une rémunération si vous avez un jeune qui rentre dans ces perspectives. La prolongation du régime social dérogatoire des indemnités complémentaires d'activité partielle. Donc, elles étaient dues jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, la loi du régime social des versements de l'employeur complétant les indemnités légales d'activité partielle. Ces indemnités complémentaires d'activité partielle versées au titre des périodes d'emploi pour l'année 2021 et 2022 par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, sont ainsi assujettis aux prélèvements sociaux et aux revenus de remplacement dans les mêmes conditions que l'indemnité légale. Par contre, les sommes de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur est supérieure à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire de la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ces montants est assujettie aux contributions et cotisations applicables aux revenus d'activité. Donc, vous avez ce seuil de 3,15 fois la valeur du SMIC horaire. Tout ce qui dépasse ces sommes-là seront, elles, non pas exonérées, mais soumises à toutes les contributions sociales et à l'impôt sur le revenu. Concernant les aides au paiement Covid-19, donc là, on a la possibilité d'imputer les soldes sur les cotisations de contribution dues au titre de l'année 2022. Donc, ce que nous rappelle la loi de finances 2021, c'est qu'elle a été insérée au profit de certains employeurs pour avoir une aide au paiement des cotisations et de contributions sociales égale à 20% du montant des rémunérations brutes dues au titre des périodes éligibles au dispositif. Elle est imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre des années 2020 et 2021 aux organismes de recouvrement des charges sociales. Ce que vient compléter effectivement la loi rectificative numéro 1 de la loi de finances de 2021, c'est que la période d'emploi, elle vient rajouter la période d'emploi de mai à juillet 2021 pour une aide de paiement de 15% dont peuvent bénéficier les employeurs qui étaient éligibles au dispositif de la loi de finances 2021 au titre d'une période d'emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2021. Il sera possible d'imputer ces aides au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2022. L'activité partielle pourra être adaptée à la situation sanitaire de l'entreprise jusqu'au 31 juillet 2022. Dans cette loi, l'État a pris connaissance de l'impact qu'avaient subi les entreprises depuis 2020 au 31 décembre 2021 par rapport à la situation du Covid. Aujourd'hui, cette situation Covid et crise sanitaire étant toujours persistante et existante, ils ont prolonger ce dispositif jusqu'au 31 juillet 2022. Et ça concerne notamment les salariés vulnérables ou tenus de garder à leur enfant, le maintien des indemnités majorées pour les entreprises les plus impactées par la crise. Donc, on ramène ces sociétés vers les S1, S1 bis, dont des activités ont déjà été prédéfinies par le gouvernement. La modulation de l'activité partielle, donc je vous rappelle qu'effectivement, selon le secteur d'activité, la pertinence de la crise, donc s'il y a des pics de crise, le gouvernement, par voie de décret, peut moduler le taux d'allocation des indemnités d'activité partielle et l'augmenter via un décret. Un taux majoré pour l'allocation de l'indemnité versée aux employeurs. Donc, on rappelle que ce sont principalement les entreprises dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, donc qui ne peuvent plus accueillir du public, que ce soit total ou partiellement, du fait de la prorogation
propagation du virus. Les établissements qui sont situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions, et que ça implique de fortes baisses de chiffre d'affaires de l'entreprise. Et toutes les entreprises ayant une appartenance à des secteurs d'activité dits protégés qui ont subi également une forte baisse du chiffre d'affaires. Donc, n'hésitez pas, pour ceux pour qui on tient la paye, donc la gestion de la paye, de vous rapprocher des gestionnaires de paye de manière à avoir plus d'informations et de mettre en place aussi les demandes d'activité partielle jusqu'au mois de juillet 2021. Cependant, il ne sera pas reconduit le régime spécifique mis en place concernant les activités hivernales, notamment parce que les activités de remontée mécanique et les ouvertures des stations sont actives aujourd'hui. Donc là, on va parler plutôt des entreprises situées dans les zones de chalandage d'une station de ski. Donc le décret a pris officiellement fin au 31 décembre 2022 pour ces structures. Prise en charge des salariés vulnérables ou tenus de garder leurs enfants jusqu'au 31 juillet. Donc, dispositif est reconduit jusqu'au 31 juillet de l'année 2022. On rappelle que cette prise en charge par le régime d'activité partielle des salariés vulnérables sont ceux qui sont censés développer une forte grave liée à la maladie de la Covid-19 et ceux tenus de garder des enfants en application leurs enfants, et donc jusqu'au 31 juillet 2022. Pour ces personnes-là, il y a la reconduction du dispositif d'activité partielle. On rappelle la prise en charge du régime d'activité partielle qui concerne cependant les salariés vulnérables qui présentent un risque de développer eux-mêmes une forme grave du virus, les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans, ou d'une personne handicapée faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. On rappelle cependant que les parents d'un enfant testé positif à la Covid-19 bénéficiera des indemnités journalières dérogatoires et sans délai de carence et non d'activité partielle. Pour ces salariés-là, qui sont testés positifs, qui vous transmettent une attestation d'isolement, normalement, elle est déjà télétransmise à la sécurité sociale et c'est la sécurité sociale qui va prendre le relais au niveau de la rémunération ou de vos salariés, donc comme il est dit, sans délai de carence. Si vous avez, aujourd'hui, on a beaucoup de questions là-dessus, si vous avez un salarié qui dit être testé positif sur un autotest, qui ne fait aucune démarche auprès de la sécurité sociale ou auprès d'un laboratoire, d'une pharmacie ou d'un organisme pouvant justifier de la véracité du test, il est cependant conseillé de vous rapprocher soit de votre gestionnaire de paye, soit du service juridique, de manière à effectivement rappeler les obligations que le salarié a avec son employeur du fait de son absence et du résultat de son test. Il y a aussi tout un protocole qui a été mis en place par la loi concernant les salariés qui ont un schéma complet de vaccination et notamment qui sont soit considérés à risque, soit qui ont développé la forme du Covid-19. Concernant la PLD, donc la PLD qui a été mise en place pour certaines entreprises et en complément ou à la place de l'activité partielle. Cette APLD, donc on a jusqu'au 30 juin 2022 pour en faire valoir la demande. N'est pas incluse dans le dispositif de reconduction jusqu'au 31 juillet 2022. Donc, il faudra bien garder en mémoire le 30 juin 2022 si effectivement vous voulez faire valoir votre prise en charge au niveau de la PLD au profit de l'activité partielle. Concernant la prime Macron, donc on va faire un petit focus aussi dessus pour vous rappeler qu'effectivement elle est versable jusqu'au 31 mars 2022. Qu'elle s'élève à 1 000 € par salarié pour les entreprises ayant au moins 50 salariés et plus, à 2 000 € pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Attention, les 50 salariés, ça inclut tout établissement confondu. Donc, bien faire une recherche sur cette partie-là. L'exonération, elle concerne l'exonération des charges sociales et de l'impôt sur le revenu
du montant que vous allez verser à votre salarié. Elle peut varier selon d'un salarié à un autre, selon certains critères qui vont être la rémunération, la durée de travail de votre salarié, donc son temps de travail dans l'entreprise, si c'est du temps plein ou du temps partiel. Donc là, vous pouvez aussi moduler votre prime, et notamment de la durée de présence dans l'entreprise de votre salarié, qu'il soit rentré en cours d'année ou qu'il ait eu des absences, certaines absences, donc peuvent permettre la modulation de la prime. N'hésitez pas à revenir vers le service juridique pour vous accompagner sur la mise en place de cette prime Macron. Pour qu'elle soit exonérable d'impôts sur le revenu et notamment de cotisations sociales, il faut qu'elle soit mise en place dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur qui vienne fixer les modalités d'application, de modulation et d'exonération. La prime d'inflation, donc elle peut être versée jusqu'au 28 février 2022. On rappelle qu'elle concerne tous les salariés ayant reçu une rémunération dans l'entreprise et n'ayant pas une moyenne de salaire supérieure à 2 000 € net sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. Un salarié qui est venu ponctuellement travailler au mois d'octobre pourrait demander le versement de cette prime à l'employeur. Sachant que sur les temps partiels, très partiels, ou les salariés qui ont eu une activité partielle sur le mois d'octobre peuvent faire valoir cette prime soit auprès de l'employeur, soit auprès d'un organisme tel que le Pôle emploi, la CAF ou la Sécurité sociale, de même pour ceux qui sont en maladie. Par contre, si le salarié vient vers vous pour demander le versement de cette prime, demandez-lui impérativement de vous faire une attestation sur l'honneur, comme quoi il a demandé cette prime chez vous et non pas auprès d'un autre organisme. Donc, son versement peut être supérieur à 100 €. Idem pour la prime Macron. Donc, vous êtes limité à 100 € pour l'exonération. Vous pouvez prévoir de verser plus. Seulement, le montant supérieur à 100 €, lui, ne sera pas exonérable de cotisations sociales et d'impôts. Donc, il sera réintégré au niveau de la rémunération brute de votre bulletin de paye pour être assujetti aux cotisations sociales et inclus dans le PAS de votre salarié. Et j'en finis avec cette petite jurisprudence qui a quand même son poids concernant le barème Macron. Donc, le barème Macron a été mis en place pour limiter notamment le versement ou l'application de dommages et intérêts en cas de contentieux avec le salarié dans le cadre d'un litige prud'homal. Aujourd'hui, les versements qu'on avait donc par rapport à ce barème, ces indemnités, beaucoup de questions se sont posées, savoir si on devait les inclure dans le brut, si on devait les considérer comme du brut ou comme du net, sachant qu'un jour, un salarié a contesté le versement de son indemnité suite à une demande de réintégration dans l'entreprise. Le salarié a eu gain de cause. La Cour d'appel a demandé effectivement à ce que soit réintégré le salarié dans ses fonctions au niveau de l'entreprise. L'entreprise ne l'a pas souhaité. Donc, au titre de dommages versés au salarié, il lui a été accordé une estimation du salaire qu'il aurait dû percevoir du jour de son départ, de son licenciement, jusqu'au jour de sa demande de réintégration. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté sur les sommes des dommages qui ont été versés. C'est bien considéré comme du salaire brut. Donc, il faut bien les intégrer au niveau de la rémunération brute de votre réintégration, de la fiche de paye corrective que vous allez faire ensuite au jugement qui a été fait par la Cour de cassation. Voilà, écoutez, j'espère qu'on a été plutôt clair. C'est sûr que pour nous, on vit ces actualités, donc ce sont des choses qui nous paraissent plutôt cohérentes et simples, ce qui n'est pas toujours évident de retranscrire. N'hésitez pas donc à continuer de poser vos questions. On vous répond en direct. J'invite Julie à me rejoindre. On vous remercie en tout cas pour votre écoute et
votre attention. Votre attention, voilà. C'est pas forcément évident de suivre, ni même d'animer une formation qui ne soit pas en live. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions par rapport au sujet qu'on a évoqué et le cas échéant au sujet que l'on n'a pas évoqué. Et on se retrouvera, on l'espère, pour d'autres webinaires ou d'autres Flash en matière sociale. Alors, en matière sociale, oui. Ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir remettre en place le présentiel qui nous tient à cœur et qui est beaucoup plus convivial et chaleureux que les webinaires. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec, on subit tous cette crise. On vous remercie en tout cas beaucoup de votre écoute. On espère avoir répondu à vos questions. On vous dit à très vite, que ce soit auprès de Julie ou auprès de moi, pour répondre et vous accompagner dans vos démarches. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.